Je vais présenter Dr. Bernard Bray. Dr. Bray a complété une triple formation de neurologue et de chercheur PhD en neurogénétique et d'historien de la médecine. Ses travaux portent principalement sur les ataxies familiales, les dystrophies musculaires de l'enfant et de l'adulte, ainsi que sur les polyneuropathies héréditaires particulièrement sensitives. Il est professeur agrégé des départements de neurologie et neurochirurgie ainsi que celui de génétique humaine de l'Université McGill. Il est directeur du groupe neuromusculaire de l'Institut et Hôpital neurologique de Montréal. Saguenayen d'origine, il étudie depuis 1992 les maladies rares génétiques régionales. Son expertise multidisciplinaire lui permet d'intégrer des données historiques, démographiques, génétiques et cliniques afin de décrire de nouvelles maladies neurogénétiques plus fréquentes dans certaines régions du Québec. Merci. Donc, qu'est-ce que c'est cette technologie au juste? Les mots que vous entendez, donc, vous entendez aussi des panels de gènes, donc des séquençages pas seulement d'un gène, mais de plusieurs. Et une autre technologie que vous entendez dans la grande presse et dont les gouvernements sont à la fois inquiets et préoccupés en termes budgétaires, c'est ce qu'on appelle le séquençage exomique. On va revenir là-dessus. L'important, c'est de se rappeler que ces technologies sont aussi associées à d'autres technologies qui vont aussi avoir un impact clinique qui n'est pas encore complètement prévisible, excepté un peu dans le champ des cancers, mais aussi probablement dans le champ des dystrophies musculaires. C'est le séquençage du génome entier, donc pas seulement, comme vous allez apprendre, une partie du génome, la partie codante du génome, mais aussi le génome dans les 3 milliards de paires de bases. Toutes des études de transcriptomique, ça veut dire regarder les gènes dans leur mode ARN, c'est quelque chose qui va avoir un impact dans beaucoup de disciplines où on peut avoir accès à du tissu. Qui dit tissu dit maladie neuromusculaire, où on fait encore des biopsies musculaires qui nous donnent accès à un tissu particulier. Il y a des techniques aussi inspirées des nouvelles technologies qui sont des techniques de chips qui sont extrêmement complexes, mais qui utilisent aussi ce séquençage parallèle. Et ce que vous avez déjà entendu probablement dans les maladies psychiatriques, tout ce qui s'appelle l'épigénétique, l'épigénome, beaucoup de ces technologies-là reposent aussi sur beaucoup de séquençages parallèles. Donc, ce qui est vraiment rentré en clinique, c'est le séquençage gène seul, panneau de gènes ou panel ou groupe de gènes et l'exome clinique. Donc, l'objectif, si on finit la journée, le 20 minutes, puis vous avez une idée de ce que ça veut dire, ces techniques-là, et leur application, j'aurai rencontré mon mandat. Donc, ce que vous voyez, ce que j'ai voulu illustrer ici, c'est l'évolution des techniques de séquençage. Pas de question d'examen. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'en fait, le séquençage du premier génome humain, donc publié 2000-2001, a créé une réalité virtuelle, ça veut dire un génome qui existe, une Bible qui existe. Et cette Bible-là peut servir à faire toutes sortes de déductions mathématiques. On commence à travailler avec un catalogue du génome humain. Et ça, c'est ce qui a été nécessaire au passage vers les approches de nouvelle génération de séquençage, qui sont en fait récentes, qui sont tout ce séquençage parallèle. Et vraiment, l'industrialisation de ce séquençage parallèle est très, très récent. On parle de 2008-2009. Donc, c'est quelque chose qui envahit la clinique maintenant, mais qui a quand même une histoire très, très courte. Toutes ces méthodes-là, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais perdre plusieurs d'entre vous, toutes ces méthodes-là sont construites sur le même type de stratégie. C'est toujours une capture qui appelle, on va le revoir dans une sorte de schéma, le séquençage, encore là, on va le voir, et beaucoup de bioinformatique. C'est toutes des techniques qui génèrent énormément d'informations et qui reposent sur la bioinformatique. Et une bioinformatique non seulement d'enlignement de séquences, de choses comme ça, une bioinformatique qui permet d'aller chercher de l'information partout par rapport à des variants, des mutations décrites. Donc, une intégration d'informations. Donc, c'est vraiment le big data, donc toute cette révolution de programmes qui produisent énormément de données, mais à la fin, pour que l'individu qui l'utilise a besoin d'amener tout ce big data-là dans des façons de l'analyser qui est presque user-friendly. Ça ne l'est jamais complètement, je peux vous dire. La capture, en bref, ce qu'on va, c'est le principe de base, c'est d'aller chercher l'information génétique, donc l'information dans les chromosomes, dans leurs molécules, et d'aller chercher les bouts de molécules qui nous intéressent en les liant à des molécules synthétiques
qui sont basées sur la séquence connue, donc le fameux génome humain, auquel on ajoute des modifiants, et qui fait qu'à la fin, on se retrouve dans une petite éprouvette ou dans une petite soupe avec beaucoup de copies d'une même région du génome. Compliqué, mais ça, ces copies-là, de façon liquide ou on peut les étaler, on peut par la suite partir de ces copies-là et faire ce qu'on appelle le séquençage. Ça veut dire que tout est sur la base que l'ADN ou l'ARN, en fait, peuvent s'hybrider. Donc, on a deux copies qui peuvent aller ensemble. Si ces deux copies qui sont déphasées, on peut faire des réactions chimiques qui vont toujours intégrer un nouveau nucléotide et on peut le lire si la fluorescence apparaît, si cette fluorescence correspond aux 4 nucléotides du code génétique. Donc, en faisant ça à grande vitesse et de façon répétée, on peut regarder avec un microscope de haute performance des séquences apparaître par millions. Et là, tant qu'on peut prendre ces séquences-là, même si elles sont courtes, et en utilisant de la bioinformatique, on peut les réaligner au génome humain, on se retrouve à avoir un passage multiple à plusieurs endroits du génome. Compliqué, mais vous allez voir un peu l'idée. À la fin, tout ça nous donne ce qu'on veut à la fin. En génétique, c'est trouver des erreurs ou des différences. Je peux vous dire, on est tous mutants. Hein? On a appris dans les dernières années qu'on a tous beaucoup d'erreurs que nos parents n'ont pas. On a beaucoup d'erreurs, des milliers d'erreurs chacun qui pourraient potentiellement donner des maladies. On est truffé d'erreurs, moi plus que les autres, je dirais, mais on est truffé d'erreurs. Et cette technique-là, elle est très robuste parce qu'elle permet de passer souvent 70, 100 fois dans quelques heures au même endroit du génome et nous donner des lectures. Donc, l'exemple qu'on utilise ici, c'est qu'on a un individu qui, en fait, est hétérozygote, donc a reçu de la mère un A à ce niveau-là et un T du père. Et en faisant un seul passage, on peut voir ces séquences-là qui correspondent aux deux parents. Donc, on peut lire de façon très fine tout ça, et ça se fait en parallèle. C'est pour ça que ça prend si peu de temps. Ces millions de réactions-là se passent en parallèle, on les lit en parallèle, et après ça, ils sont imprimés ou déposés sur une séquence de référence et on peut commencer à travailler. Comme vous savez, variant, c'est le mot que vous allez entendre avec ce type de travail-là. Variant veut dire que c'est une différence par rapport à la séquence de référence. On a tous beaucoup de variants. Il y a des variants qui existent probablement pour tous les 3 milliards de nucléotides. Il y a un humain au monde qui porte une différence. Donc, il y a énormément de variants. On dit qu'il y en a au moins à peu près une à tous les 100 chez même un individu. Donc, on est très plein de ces variants. La question, ça ne veut pas dire d'avoir un variant qu'on a une erreur génétique qui cause une maladie. Ça, c'est le hic de tout ça, c'est qu'on trouve facilement des différences, mais il faut après ça les interpréter. Assez facile de les interpréter si elles mènent à des différences au niveau de la séquence chez l'individu qui vont modifier un acide aminé, par exemple. Surtout un acide aminé qui est très important dans la fonction protéique, ou une mutation classique vont interrompre le passage de l'ARN vers une protéine. Donc, c'est ce qu'on appelle une fameuse mutation stop. Mais il y a plein d'erreurs comme ça. Par contre, la plupart des variants, les différences entre la séquence qu'on a produite chez un de vous et la séquence de référence sont des variants neutres, et un certain nombre de ceux-là sont des variants qui pourraient causer une maladie. Donc, c'est ce mot qui nous horripile à chaque fois quand on reçoit des rapports, c'est les Variants of Unknown Significance, les fameux VOS, de quoi être déprimé, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est un des thèmes de ce que je vous présente aujourd'hui, c'est que malgré la grande puissance de cette technologie-là, elle nous amène beaucoup de données, beaucoup de big data, mais elle nous amène des fois des données avec lesquelles on est obligé de patauger encore pendant un bout de temps, et des fois, on ne trouve pas la réponse, même si c'est peut-être celle qu'on vient de trouver, parce qu'on n'arrive pas à le prouver de façon définitive. Donc, le premier impact clinique, ça a été le séquençage de gènes seuls. Mais un gène seul, ce n'est pas tellement d'informations pour ce type de technologie-là. Donc, très rapidement, on est passé au séquençage de plusieurs gènes. Donc, quand on fait ça, si on était un biologiste, on disait, bon, je m'intéresse aux mitochondries, je veux séquencer tous les gènes importants pour la biologie du mitochondrie d'un coup. Pas de problème, cette technologie-là vous permet de faire ça, vous permet de faire 1200 gènes qui codent pour des protéines mitochondriales ou qui sont importantes pour la fonction mitochondriale. Vous sortez les données, c'est tout. Nous, on est des cliniciens qui veulent avoir cette information-là pour savoir si c'est la cause de la maladie de l'individu. Donc, c'est assez différent. Donc, ce qui s'est développé, c'est toutes sortes de panneaux de gènes. Mais d'emblée, quand on pense de panneaux, donc de groupes de gènes ciblés, il y a certaines
problématiques ou défis de la clinique qui étaient déjà criants, mais qui sont devenus extrêmement apparents avec ces technologies-là. Donc, je veux juste y revenir parce que ça permet de mettre en perspective les difficultés entraînées par ces technologies-là. Donc, un des problèmes, c'est l'hétérogénéité génétique. Ça veut dire que, comme on va revoir, pour la même maladie ou soi-disant la même condition, il y a plein de gènes. Donc, il y a une hétérogénéité génétique qui est un problème, mais que ce type de technologie-là peut commencer à nous permettre de jongler avec ça. Puis, évidemment, ces technologies-là qui ont permis de trouver beaucoup de gènes dans les derniers mois et années reliés à des maladies nous ont fait comprendre aussi que, malheureusement, le monde naïf, un gène, une maladie, ou une maladie, un gène, n'existe pas. C'est un monde naïf. C'est plein de gènes pour la même maladie, puis c'est beaucoup de maladies pour le même gène. Et donc, ça, vous pouvez voir la difficulté qui s'en vient. Ça veut dire que si on trouve une erreur dans un gène qui n'est pas associé à la maladie qu'on pense que notre patient a, est-ce que ça exclut parce que ce n'est pas associé à la maladie que notre patient a? Ou en fait, cette erreur-là, qui a l'air d'être vraiment une vraie erreur, explique juste le fait que ce patient-là a une présentation différente associée à une erreur dans ce gène-là. Et ça, c'est un des grands défis. Donc, revenons à ces concepts-là qui sont importants pour l'interprétation. L'hétérogénéité génétique, c'est des chiffres un peu arbitraires parce qu'ils changent tout le temps. J'en ai mis juste un ordre de grandeur, en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est que si on met toutes les dystrophies musculaires ensemble, c'est des centaines de maladies, sinon des milliers, mais sûrement des centaines de maladies. On a beaucoup de gènes associés à celles-là. En plus, si on met dedans des dystrophies congénitales et tout le reste, c'est des 80, sinon des centaines de gènes associés. Et à ce moment-ci, il en sort à toutes les semaines, hein, donc, et souvent pour des formes complexes. Donc, on est prêt avec beaucoup d'hétérogénéité génétique. Les CMT, c'est la même chose. Encore là, ça dépend comment vous les définissez. Là. Même les myasthénies héréditaires qui sont rares. Hein. On pense à la clinique de Marie-Enfant. On n'a pas énormément de cas confirmés de myasthénie congénitale. Donc, on les compte sur plus que les doigts de la main, mais il y en a beaucoup, beaucoup de gènes, même pour quelque chose de très rare. Les ataxies, une quantité incroyable de gènes. La SLA héréditaire, maintenant, donc les formes héréditaires, il y a plusieurs gènes associés. Les paraparésies spastiques, et la liste pourrait devenir longue. Donc, une maladie, un gène, ne tient plus la route. Le défi pour les cliniciens et pour vous, les praticiens, c'est que si vous ne savez pas vraiment ce que la personne a en termes d'erreurs génétiques, vous avez une image qui est globaliste de la pathologie du patient, mais en fait, vous n'avez pas c'est plus difficile de voir l'avenir, c'est plus difficile de voir la réponse au traitement, à l'intervention, parce qu'il peut encore avoir une hétérogénéité. Vous l'associez à une présentation clinique qui est Friedreich-like, mais en fait, ce n'est pas un Friedreich, il ne va pas évoluer de la même façon. Il ne faut absolument pas utiliser les mêmes conseils. Il ne faut pas nécessairement les faire voir plus qu'une fois par an et pas les faire voir toutes les années pour voir s'ils développent une cardiomyopathie. Ils n'en développeront jamais parce que ce n'est pas un Friedreich et ce n'est pas un Friedreich. Donc, vous voyez, ça ajoute une complexité, cette richesse-là, mais je pense qu'à la fin, ça va ajouter un bien meilleur conseil aux malades et à leur famille. Donc, jusqu'à tout récemment, et j'entends là, encore il y a quelques mois, on était encouragé par le gouvernement, et même dans nos profils cliniques, nos façons de faire, de séquencer des gènes de façon individuelle, un après l'autre, en chaîne, avec une moyenne de coût entre 500 et 1200 $ pour le test. On avait des tests pour un gène, comme l'ataxie Charlevoix-Saguenay, qui coûtaient 3200 $ pour séquencer tout le gène. Donc, il y avait des coûts très, très substantiels. Ce qu'on fait maintenant, donc ça, c'est juste les tests des dernières 6 semaines, je pense, qu'on a commandés à la clinique. Donc, on voit des tests où on a testé 163 gènes d'un coup pour 1850 $. Donc, séquencer toutes les séquences codantes de ces gènes-là pour 1500 $. Il y en a là-dedans des gènes qu'on n'aurait jamais considérés pour la maladie, mais malgré tout, on les a fait. Donc, ça donne une sorte de... on parlait de la cortisone qui est un peu comme un gros canon, mais c'est un peu ça. On a une approche vraiment très, très large. Et on le fait pour toutes sortes de choses. Je parlais tantôt des mitochondries, mais en fait, maintenant, ces technologies-là, c'est si facile d'ajouter un autre gène qui nous disent, bien, peut-être qu'on va ajouter des gènes mitochondries qui ne sont pas encore associés à des maladies. On va quand même vous les donner. Donc, on se retrouve à demander beaucoup, beaucoup de gènes de façon assez précoce dans le bilan génétique. Ça n'exclut pas les autres bilans avant d'arriver là, mais quand on arrive au bilan génétique. Donc, c'est un outil d'une grande, grande puissance avec des coûts très raisonnables. Hein? Par exemple, l'ataxie moyenne, avant d'arriver génétiquement, pendant qu'on était rendu à 4 ou 5 000 $ pour faire les tests de base, peut-être un peu moins pour certains, mais disons autour de 5 000 $, mais là, on teste tous les gènes, ou à peu près, pour quelque chose comme 1 500 $. Il y a déjà une économie de coûts
excepté qu'il y a peut-être un coût supplémentaire caché, ça veut dire l'interprétation, et donc les conseillers en génétique, les généticiens et nous qui faisons une pratique surspécialisée, on passe quand même plus de temps à regarder ces résultats-là qu'on le ferait avec un test simple d'un gène ou la recherche de quelques mutations. Donc, je voulais prendre l'exemple de l'ataxie Charlevoix-Saguenay parce que je pense qu'elle illustre bien cette évolution. Donc, l'ataxie Charlevoix-Saguenay décrite au Québec, on a en fait le descripteur, Jean-Pierre Bouchard dans la salle, et décrit essentiellement une population plus homogène, surtout une mutation qui est plus commune, même si on sait qu'il y en a plusieurs. Maintenant, on sait que c'est une maladie panplanétaire ou planétaire, et il y a plus de 175 mutations. On est rendu bien au-dessus de ça, en fait, maintenant, distribué partout dans le gène, et ce qui fait que donc l'hétérogénéité allélique, donc ça veut dire, c'est plus l'hétérogénéité génétique, ça ne veut pas dire une maladie, plusieurs gènes, c'est un gène, une maladie, plusieurs mutations dans le même gène. Donc il y a énormément de mutations. Les nouvelles technologies de nouvelle génération nous ont permis de trouver de plus en plus de mutations dans les gènes et ça nous a forcé à revoir, et c'est ça le lien avec la clinique pour beaucoup d'entre vous, la définition principe de Bouchard, c'était vraiment ataxie, rétinopathie, spasticité, neuropathie, avec ces deux composantes-là qui avaient un effet fonctionnel particulièrement important. La découverte de plusieurs mutations dans les familles à l'extérieur du Québec nous ont obligés à penser qu'on pourrait avoir des formes avec une atteinte cognitive précoce ou plus tardive, mais précoce. Donc, c'est un phénotype qui s'est élargi. Et maintenant, en fait, on peut avoir toutes ces permutations-là avec des erreurs dans le même gène. Donc, on est obligé de voir l'ARSAX comme le cadre clinique ou le phénotype clinique qu'on appelle s'est élargi énormément, qui fait que si on voit un jeune qui a 4 ans, qui n'a pas la Friedreich, qui a peut-être, on n'est pas sûr s'il y a une cardiomyopathie, mais il y a une polyneuropathie, il est spastique, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va tester l'ARSAX? Oui, si on regarde les recommandations il y a 1 an et demi, c'était maintenant le deuxième gène pour ça au monde, mais pourquoi on le teste tout seul? Pourquoi je ne le teste pas avec SPG7, avec tous les autres tests de gènes qui sont dans le haut des plus fréquents? Pourquoi je ne le teste pas avec tous les gènes de l'ataxie? Ça me coûte le même prix. C'est là où on est. Donc, on voit un enfant ataxie spastique. Est-ce qu'on va aller, après avoir exclu Friedreich, qui est juste un test, parce que c'est très facile, c'est une mutation répétée, est-ce qu'on va faire juste l'ARSAX, le gène saxine, ou on va tout simplement les faire tous? Et on est là. On est rendu là. Ça coûte 1 500 pour faire, comme j'ai dit, 176 gènes, ou 3 000 $ pour séquencer le gène à Toronto. Et la qualité du rendu du test génétique 176 gènes est tout à fait comparable au rendu du 3 000 $ à Toronto. Donc, c'est un monde qui change. L'autre terme dont vous allez entendre parler beaucoup, c'est l'exome ou le séquençage exomique ou l'exome clinique. Il y a très peu d'endroits où on les fait. On les fait à Sainte-Justine encore de façon expérimentale. Il est demandé beaucoup dans les milieux génétiques, type l'Hôpital pour enfants de Montréal ou à Québec, mais ça reste un test dont l'accès est limité. Le gouvernement du Québec a envoyé une directive en décembre dernier en disant que ce sera un accès très limité à l'exome pour des fins cliniques. L'avantage de cette technologie-là, c'est la même, mais là, on se dit, au diable la dépense, on séquence tout. Donc, on séquence quoi? Par contre, on ne séquence pas les 3 milliards de paires de bases. On séquence tous les bouts qui sont reconnus comme étant codants pour des protéines parce que on sait que 85% des erreurs jusqu'ici décrites chez l'humain sont dans les séquences codantes. Donc, c'est ça, l'exome, c'est des exons, c'est la partie codante des gènes. Donc, d'un coup, une expérience à partir d'ADN prélevé du sang, on séquence à peu près 20 à 22 000 gènes. À la fin, ça donne énormément d'informations parce que ça donne 50 à 70 millions de nucléotides avec beaucoup de redondance. Donc, c'est quand même une très belle qualité de résultat. Et donc, si on s'en servait pour des fins cliniques, on pourrait tester ce qui est connu, puis potentiellement ce qui n'est pas connu. Donc, c'est vraiment un test qui est en train d'envahir la clinique aux États-Unis, où les gens disent, bien, très bien, on va faire ça, il y a des problèmes éthiques, il y a des problèmes d'information, mais on va même s'en servir comme la base technologique de la recherche de gènes. Autrement dit, ils peuvent faire un exome qui coûte 600 $, 700 $ de réactif, et là, après ça, ils vont mettre un filtre là-dessus, puis ils vont juste regarder les exons pour des gènes qui sont associés à des maladies, particulièrement les maladies pour lesquelles la requête a eu. Et à la fin, l'exome du patient, cette réalité digitale ou numérique, est bonne pour le questionner à un autre moment aussi. Donc, c'est vraiment une technologie qui permet l'addition sur le temps. C'est vraiment remarquable. Mais encore, l'accès clinique pour vous et même pour moi est plus que limité.
Une image qui dit peut-être 1000 mots, c'est ça. L'exome, c'est c'est une technique qui va séquencer 70 fois, 100 fois un petit bout de gène qui code pour la protéine. Et le génome, par contre, il va séquencer tout. Les coûts ont beaucoup baissé. On va probablement frapper le 4 000 $ maintenant pour 3 milliards de paires de bases séquencées 70 fois en moyenne. Ça en fait de l'information. Et c'est le gros problème. Il y a trop d'informations. Les serveurs qu'on a besoin pour storer ça, mettre en mémoire, analyser, sont vraiment, le système ne peut pas vraiment l'accommoder encore, mais on est là. Associé à tout ça, par contre, il y a eu toute une médiatisation de ces technologies-là. On pense aux premiers exomes, mais les premiers exomes ont été publiés en 2009. On est retourné aux gens, les géants, j'entends les géants prétentieux, je dirais, mais les gens, vous savez, le premier génome qui a été séquencé, c'est de ce gars-là, qui avait une compagnie, qui a battu tous les essais collectifs, Craig Venters, qui a séquencé son propre exome. Premier jet de temps, ça? Il n'en reste plus? Parfait. Donc, en bref, il y a une composante, 2 images, c'est les coûts de séquençage qui chutent. Le coût de séquençage d'un nucléotide sur 20 ans a baissé par un facteur de 10 à la 18. Ça vous donne une idée? C'est pour ça qu'on séquence. Ça a coûté presque 2 milliards le premier génome, ça nous coûte 4 000 $ maintenant pour en faire un. Et l'impact clinique, c'est celui-là. Le bon clinicien, c'est celui qui dit « je vois un malade, je vous dis ce qu'il a, on fait un test, ça le confirme ». C'est le monde idéal, c'est ce qu'on veut tous, c'est très économique dans ce temps-là. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Donc, quand on fait les panneaux de gènes, on est en train de dire « je pense que c'est ça, mais je vais tester tous les gènes qui pourraient être responsables ». Donc, on va prendre une approche par quelques gènes. Et dans les faits, à ce moment-ci, les panneaux sont tellement extensibles maintenant par cause des coûts qu'on est en train d'aller assez loin. Et le problème de ça, c'est que ça génère beaucoup d'informations qui est difficile à interpréter. Donc, c'est clair que toute l'interprétation des rapports et tout ça augmente le travail de nos collègues généticiens, conseillers en génétique et nous qui faisons une pratique génétique parce qu'il y a beaucoup de variantes, on n'en est pas trop sûr. À la fin, par contre, ça augmente, on a vu dans tous les grands groupes, ça augmente le pouvoir diagnostique par un facteur d'à peu près 25 ou 30 On trouve des choses qu'on n'aurait pas trouvées si on était allé un gène à la fois, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Puis il y a tous les jours des nouvelles mutations qui nous font comprendre qu'un gène qui donnait une maladie très grave, en fait, donne une maladie moins grave, puis c'est ces patients-là qu'on voit, ou à l'inverse. Donc, sur ça, des technologies dont vous allez entendre beaucoup parler, autant sur le débat économique que sur l'impact sur la pratique, ça ne rendra pas la biopsie musculaire complètement périmée, même si elle est moins utilisée qu'avant. Ça ne rendra pas l'électrophysiologie comme inutile, mais ça devrait, sur le temps, raffiner une façon de voir le malade et son processus diagnostique. Et à la fin, pour vous, cliniciens, ça devrait vous permettre de dire « mais je travaille avec une clientèle qui est vraiment caractérisée en termes de cause. Et donc, je peux me fier à des études qui parlent de ces gens-là, qui ne parlent pas de toutes les dystrophies des ceintures, mais parlent d'une dystrophie reliée à une déficience en sarcoglycan, le prognostic et même ce type de mutation-là dans tel domaine. Donc, on va pouvoir donner un raffinement de conseils très, très important. Et à l'inverse, c'est ce qui est le prérequis pour toutes les proches mutation-specific ou gene-specific treatment. On a besoin de ça pour commencer à faire nos études thérapeutiques. C'est l'avenir du traitement. Donc, c'est un job où on s'infiltrer partout. L'important, c'est qu'elles sont disponibles déjà au Québec de façon généreuse. Et donc, vous avez accès dans tous vos hôpitaux à des gens qui peuvent vous aider à relancer le dossier diagnostic, surtout sur vos malades qui, entre guillemets, n'ont pas de diagnostic depuis 2 décennies. C'est le temps de les remettre sur le métier. Ça ne coûte pas cher. Ça nous permet de les éclairer et d'éclairer leur famille. Alors, sur ce, désolé du retard de départ et merci.